Donc rapidement, avant de commencer, juste l'agenda de la session. Donc je vais commencer avec un peu de théorie, euh, parce que c'est important de comprendre le but des tests unitaires, qu'est-ce que c'est exactement. Donc un tout petit peu de théorie. Ensuite, on va passer sur les démos. Et après, bah, j'aurais pu vous faire pendant 1 heure des démos et montrer chacune des fonctions de TSQLT et tout. Mais je me suis dit que faire quelques démos et après, vous serez capable, avec la doc, de finaliser ce qu'on n'aura pas vu. Mais je pensais que c'était plus important à la fin de faire des retours d'expérience sur les problématiques qu'on a rencontrées. Donc déjà, on va commencer cette session en essayant de répondre à la question, qu'est-ce qu'un test unitaire? Et là, je parle de test unitaire au sens général, hein. On n'est pas encore dans SQL, donc c'est test unitaire dans le développement. Donc pour ça, je suis allé voir sur Wikipédia. Et donc, ce qu'il dit, c'est en programmation informatique, le test unitaire est une procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel ou d'une portion d'un programme. Donc, en fait, c'est du code qui vérifie du code. On va écrire du code supplémentaire qui va permettre de vérifier que les règles de gestion, donc les règles métiers, sont respectées. C'est un peu comme si on demandait à un maçon de construire un mur et qu'il avait un outil qui lui permettait de vérifier que le mur qu'il a construit, bah, c'était bien un mur et que ça correspondait bien à ce que lui avait demandé son client. Donc ça, c'était la théorie du test unitaire. Je vais vous prendre un exemple un petit peu plus concret. Vous allez voir, je me suis cassé la tête pour trouver un exemple. Euh, donc, imaginons que j'ai accès à la liste de tous les participants du Power Saturday aujourd'hui. Et j'ai une application, et je veux faire une fonction qui me retourne la liste de toutes les personnes dont le prénom commence par G, la lettre G. Donc je fais cette fonction, mais je veux la tester. Donc je vais écrire des tests unitaires. Et par exemple, un des tests unitaires, ce serait j'exécute la fonction, et je vérifie que Grégory Boge est bien dans cette liste. Un deuxième test unitaire, ce serait j'exécute la fonction, et je vérifie que Christophe Laporte, lui, n'est pas dans la liste. En fait, c'est ça un test unitaire. Juste une note, le test unitaire, c'est du code qui n'a pas vocation d'aller en prod. C'est du code qui va être joué après la compilation, qui va être joué côté développement ou dans un workflow de déploiement, mais jamais en production. D'accord? Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas hein, sur la fenêtre de conversation. Donc maintenant, on va essayer de voir pourquoi faire des tests unitaires. Parce que faire des tests unitaires, finalement, ça prend un petit peu de temps. Donc il faut que ça ait une utilité. Donc là, je vous ai fait un screenshot d'un commit que j'ai mis dans Gerrit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gerrit, à gauche, c'est la version qu'on a en prod, ou en tout cas la version qui est dans notre repository. Et à droite, c'est la version c'est l'évolution proposée. Donc ça va être le nouveau code à valider. Et donc, bah, moi, ma responsabilité, c'est de décider si oui ou non ce code peut passer en production. Si oui ou non, ce code va générer un incident. Un jour ou l'autre, on est tous confrontés à cet enjeu. Qu'on soit développeur, DBA, qu'on fasse de la prod ou pas. Euh, Quand on pousse du code ou quand on doit revoir du code de quelqu'un, en fait, on doit toujours se poser la question à un moment donné, est-ce que je dois déployer? Est-ce que ma décision de déployer peut faire perdre de l'argent ou de la réputation à mon entreprise? Et donc là, pourtant, là, bah, dans cet exemple, on me demande de prendre la décision, est-ce que ce commit peut aller en prod? Et si je le regarde, bah, j'ai pas beaucoup d'outils à ma disposition. Là, je vois juste qu'on rajoute une jointure sur une table d'historique pour pouvoir ajouter une nouvelle colonne, last login. Puis il y a aussi un filtre dans le where. Donc là, comme ça, techniquement, ça semble correct. Mais en fait, bah, j'en sais rien. Je ne sais pas vraiment répondre. Parce que finalement, ajouter une jointure, ça pourrait me renvoyer des doublons, ou même ne rien me renvoyer du tout. Si la table d'historique est vide, bah, j'ai rien du tout. Euh,
Et en plus, bah là, j'ai uniquement la procédure sous les yeux. J'ai pas accès au modèle, alors je pourrais me plonger dans le modèle pour aller regarder le schéma des tables, je pourrais aller regarder quelles sont les données, mais bon, il faudra aller voir quelles sont les contraintes, les triggers, il y a tout un tas de choses à reviewer. Et donc, je peux avoir l'intuition que quelque chose va bien se passer, va fonctionner correctement en prod, mais je peux pas en être réellement certain. Et pourtant, on me demande de prendre une décision. Alors bien sûr, je peux avoir quelques outils à ma disposition. Je peux voir si mon code compile ou si le SQL est correctement parsé. Je peux avoir par exemple un analyseur statique de code qui va vérifier qu'on respecte bien les bonnes pratiques du code. Mais en fait, c'est pas réellement suffisant. Et c'est là où le test unitaire va rentrer en jeu. C'est qu'en fait, avec un test unitaire, là, on pourrait tester cette procédure. On pourrait dire, est-ce qu'elle renvoie bien les données qui sont attendues? Et à partir du moment où mon test unitaire est validé, eh ben en fait, je gagne en sérénité, parce que ça me fait un outil supplémentaire. Et là, je me dis, oui, cette procédure, elle ne viole aucune des règles métiers qu'on a définies, donc a priori, cette évolution, elle peut passer en prod sereinement. Donc je dis pas sûr à 100%, hein, mais déjà beaucoup plus serein. Et puis il y a aussi autre chose, en fait, ça permet de conserver la connaissance des règles métiers, les règles de gestion. Là, dans mon exemple, je vois un history action égale à 3. En fait, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est l'history action égale à 3, mais dans un an, quand j'aurai à revenir sur cette procédure stockée, bah, l'history action égale à 3, franchement, ça m'étonnerait que je me souvienne à quoi ça sert. Et imaginons que l'équipe s'agrandisse, il y a Bob le développeur qui vient dans mon équipe et qui doit travailler dessus, il a encore moins de chances de savoir ce que c'est. Alors qu'avec un test unitaire, bah, en fait, alors déjà, le test unitaire, il va peut-être nous aider à mieux comprendre les règles métiers, puisque le test unitaire, il va permettre de les valider, donc on comprend un petit peu mieux. Mais surtout, ça permet de ne pas oublier ces règles métiers. Quand on a les tests unitaires, bah, si un jour on se souvient plus, on fait des modifications qui vont à l'encontre de ces règles métiers, eh ben, on est rattrapé de suite, quoi, et ça part pas en production. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction, je vais vous parler de TSQLT. Donc, TSQLT, euh, c'est un framework qui permet de faire des tests unitaires sur SQL Server. Alors, a priori, ça fonctionne aussi sur Azure SQL Database. Personnellement, j'ai pas du tout testé. Par contre, j'ai lu plein d'articles qui vont dans ce sens. Donc, du coup, là, cette session, elle peut intéresser tout le monde. Elle peut intéresser un DBA qui veut sécuriser sa plateforme, mais elle peut aussi intéresser un développeur qui lui, a besoin de tests pour aider à développer. Et puis, ça va intéresser aussi bien ceux qui font du on-prem que du cloud. Ah, donc, on va aller voir leur site directement. Vous voyez toujours mon navigateur, Christophe, je sais pas si... Ok, tout va bien. C'est bon? Ok. Donc là, sur leur site, alors, leur site, je le recommande, il est vraiment super bien fait. Mais déjà, ce qu'on apprend sur la page d'accueil, c'est déjà ce framework. Il est testé automatiquement dans des transactions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est-à-dire qu'on peut prendre une base, on va pouvoir initialiser avec des jeux d'essai, on va pouvoir faire plein de changements dans tous les sens. À la fin du test, on reviendra dans l'inta initial de la base. Donc ça, c'est vachement pratique. On verra après, on peut moquer des objets et tout. C'est vraiment ce qui fait la force de ce framework-là. Ensuite, bon, on peut grouper des tests dans différents schémas. Parce qu'en fait, pour faire des tests unitaires, on le verra, on va d'abord devoir créer un schéma. Et ensuite, on peut jouer soit tous les tests unitaires, soit uniquement les tests unitaires d'un schéma. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors là, ils disent que la sortie peut être générée en texte ou en XML. Alors personnellement, je n'ai pas trouvé comment faire de l'XML. Peut-être que, a priori, j'ai peut-être juste mal lu la doc. Par contre, en fait, ce qui est pas mal, c'est que vraiment, ça sort en texte. Vous savez, par exemple, dans SSMS, ça va sortir dans l'onglet message.
et ça va retourner des erreurs ou non, et on va avoir vraiment la sortie en texte. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on va faire des tests unitaires en local dans SSMS, on sait bien, on peut voir la sortie. Mais en fait, vu que c'est une sortie texte, ou a priori XML, ça veut dire qu'on peut l'intégrer partout. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un script PowerShell qui lance automatiquement les tests, ou un job Jenkins, ou ça peut être appelé n'importe où, et on peut parser facilement le résultat. Voilà. Et après, donc, effectivement, ce framework donne la possibilité de créer des fake tables. On verra ensuite tout ce que c'est ça, créer des espions sur les procédures. Voilà. Et donc, du coup, si on va dans la doc, j'ai déjà ouvert l'onglet, on a le Full User Guide. Et donc, c'est vraiment super bien fait parce que sur une page, on a accès à toutes les méthodes. Et j'en prends une au hasard. En fait, on va vraiment avoir... enfin, la doc est vraiment bien faite. On a vraiment plein d'exemples. Voilà. Je vous invite à aller consulter le site qui est très très bien fait. Hop, je vais retourner ici. Oui, donc du coup, je disais que c'était un projet open source. Hop, je viens de cliquer sur le lien. Oui, c'est bon, il me l'a pris. Donc tout le code est disponible sur GitHub. Donc je vous rassure, hein, c'est que du TSQL. C'est entièrement fait en TSQL. Voilà. Et c'est quelque chose qui date, je crois que le premier commit c'était genre il y a 10 ans, et puis le dernier c'était il y a quelques mois. Donc c'est quelque chose qui est suivi. Alors je vais faire un petit préambule, juste pour indiquer que je ne travaille pas pour Redgate, que je n'ai aucun lien avec eux. Ils vont pas me sponsoriser, ils n'ont pas prévu de racheter Kankuro Corp, même si ça ne me dérangerait pas de devenir millionnaire. Mais ce que je veux dire sur Redgate, en fait, c'est que c'est quand même une société qui est connue et qui est censée être assez sérieuse. Et en fait, ils ont basé deux de leurs outils sur ce framework. Donc on a le SQL Test. Donc ça, c'est un outil qu'ils vendent. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, on va avoir ce genre d'interface qui va venir se plugger dans SSMS et qui va permettre de jouer de façon graphique les tests et d'avoir des résultats bien présentés et tout. Bon, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Si vous avez de l'argent, éventuellement. Et ils ont un deuxième outil qui se base dessus. Alors ça, c'est un projet open source qui s'appelle SQLCop. Et en gros, c'est un mélange d'analyseurs de code et puis de bonnes pratiques. Et en fait, ils s'appuient sur le framework TSQLT pour tester plein de règles. Et par exemple, ils vont aller sur une base et puis regarder toutes les procédures qui n'ont pas de no count, qui utilisent le at identity, qui font du SQL dynamique. Et ils peuvent aussi vérifier des configurations. Bref, il y a tout un tas de choses. Et ça, cet outil est vraiment pas mal utilisé. Et c'est Redgate qui le propose. Voilà. Donc mon but, hein, c'était pas de vous vendre les produits Redgate. Hein. D'ailleurs, là, j'en ai fini, j'en parlerai plus. Mais c'est juste pour montrer que le framework est supporté. D'ailleurs, je crois qu'ils le mettent sur leur site. Quand on est sur la page d'accueil, voilà, supported by Redgate. Et il y a également cette société, mais je ne la connais pas du tout, SQLite. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Personnellement, je ne connais pas. Alors, on me pose souvent la question, pourquoi pas utiliser les tests unitaires qu'on peut faire dans SQL Server Data Tools? Alors, quand je suis arrivé chez Criteo, en fait, implémenter les tests unitaires, c'était mon projet de bienvenue. Ils m'ont dit, pour le premier projet, il va falloir implémenter les tests unitaires dans les projets de base de données. Donc, j'ai fait un POC et j'avais retenu deux frameworks, donc TSQLT et puis SQL Server Data Tools. Et on avait demandé aux gens de voter et on avait choisi TSQLT parce que, d'une part, il est open source. Alors, on n'a jamais fait de contribution dedans. Par contre, on a accès à tout le code et une fois, on a eu un souci et ça nous a quand même bien aidé de pouvoir rentrer dans le code. Ensuite, SSDT, il fonctionne que sur Windows puisque c'est Visual Studio. Et en fait, on a beaucoup de développeurs qui sont soit sur Linux, soit sur Mac, et ça les oblige à avoir des VM. Et donc, on a estimé que ce serait plus facile
d'utiliser TSQLT. Et ensuite, sur la réutilisation, j'ai bien fait de le noter, je crois que vous allez le lire, parce que je ne vais pas réussir à le dire, réutilisabilité du code. Dans TSQLT, c'est vachement simple, notamment sur les parties où on va setup les jeux d'essai, les datasets pour faire les tests. On peut très très facilement les réutiliser. Voilà. Bon, par contre, si vous voulez quand même faire des tests unitaires avec SSDT, je vous conseille cet article. Bon, il y aura le PowerPoint disponible de toute façon après, donc je le laisserai. Mais ouais, je trouve que c'est un bon point de départ pour démarrer sur SSDT. Parce que mon but, c'est pas de vous vendre TSQLT ou SSDT, c'est juste que vous fassiez des tests unitaires quand il y en a besoin. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, allez jeter un œil pour comparer. C'est plutôt bien fait cet article. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur. On va parler un petit peu de théorie. Donc j'ai recherché un petit peu tous les patterns existants et j'ai retenu ce pattern. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas si c'est AAA ou 3A ou AAA. Enfin, je vais le faire en français, parce que mon accent anglais n'est pas terrible. J'ai trouvé d'autres frameworks de test, d'autres patterns de test, mais en fait, il y a peu de... J'ai retenu peu de différences, ils sont assez proches. Mais bon, on retrouve toujours à peu près ces trois catégories. En fait, on a la première étape, ce serait arrange. Donc là, c'est la première partie du test, c'est dans laquelle on va initialiser le test. C'est là où on va définir les valeurs qui sont attendues. C'est-à-dire que je dis, j'ai envie de tester tel bout de code, il est censé me retourner 3, ou il est censé me retourner Christophe, ou voilà. Ça, c'est les valeurs attendues, elles sont définies ici. C'est là où on va faire le setup, donc la configuration des jeux de données, de tests. Et donc l'initialisation, si on a aussi des variables à implémenter, ce genre de choses. La deuxième partie, c'est act. Voilà, c'est l'étape où on va exécuter la méthode à tester. Par exemple, j'ai envie de tester ma procédure, eh bien, ma procédure serait exécutée dans act. Et ensuite, la troisième partie, c'est assert. C'est ici qu'on va vérifier que le résultat attendu est bien celui que nous retourne la procédure. Donc voilà. En principe, on découpe un test dans ces trois parties. Et donc, si on regarde ce que TSQLT nous propose, pour le arrange, en fait, on a des méthodes d'isolation qui vont nous permettre, par exemple, de créer une fausse table. En fait, le fake table, par exemple, c'est une méthode qui va prendre une table existante et qui va en générer une copie vide et qui n'aura aucune contrainte, et puis dans lequel on va pouvoir insérer plein de données. Et après, on verra si on veut appliquer les contraintes ou pas, et on va pouvoir tester la procédure qui va utiliser cette fake table, et à la fin, tout sera rollbacké, donc tout sera annulé. Donc là, on a toutes les fonctions d'isolation. Et pour le assert, on a toutes les fonctions pour tester les égalités. Par exemple, tester une valeur, qu'elle soit égale ou not equal. On peut comparer deux tables, par exemple les données dans deux tables ou les schémas de deux tables, vérifier que c'est bien identique à ce qu'on attend. Et on a les expectations, donc ça c'est pour vérifier des comportements. Par exemple, si dans vos procédures vous faites des raise errors, eh bien dans le test on peut vérifier que si on est dans tel cas, alors j'attends que on ait une exception de tel niveau qui pète, ce genre de choses. Et là, si je reprends mon test de tout à l'heure avec la liste des participants, et que je veux la liste des participants qui commencent par la lettre G, dans le arrange, en fait, je vais prendre la table des participants, et puis je vais lui insérer mon jeu de données. Donc ce serait par exemple Grégory Bosch, Christophe Laporte et Jean-Pierre Riel. Et dans l'acte, je vais exécuter ma procédure stockée. Et dans assert,
eh ben, je vais vérifier que le nombre de lignes retournées par la procédure stockée est égal à 1. Ou que dans le retour de la procédure stockée, j'ai bien Grégory Boge. Ou que je n'ai pas Christophe Laporte. Voilà. Ça, c'est des exemples de procédures stockées, de tests unitaires. Voilà, on en a fini pour la partie théorique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout accès, tant que je suis dans PowerPoint, j'ai pas du tout accès. Rien vu pour le moment, tu peux continuer. Bon. Donc, on va passer sur les démos. Top. Je me remets comme ça. Donc, là, je suis en local sur mon serveur SQL. Et je vais aller sélectionner un premier script qui va être un create database. Donc, je crée une base de données qui s'appelle Power Saturday. Bon, là-dedans, il n'y a rien à apprendre. Ensuite, je vais créer deux tables. Une table compagnie pour le nom des sociétés et puis une table attendee pour les participants. Donc, dans les sociétés, j'ajoute 4 sociétés, Criteo, Conseil IT, Azeo, ShareQL. Et puis, dans les attendees, je rajoute 4 participants. Donc, Grégory, Christophe, Jean-Pierre et Isabelle. C'est des personnages fictifs, bien évidemment. Une fois que j'ai inséré des données, je vais créer une procédure stockée. C'est la fameuse procédure stockée dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui va aller sélectionner plein d'informations sur les participants et la société, dont le prénom commence par G. D'accord? Donc je vais créer cette base-là, avec ce schéma. Je vais m'assurer que j'ai bien tout. J'ai Power Saturday DB, avec mes deux tables, et ma procédure stockée. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais bien tester cette procédure-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer un TSQLT. Alors, si je retourne sur le site, hop. Alors là, sur la droite, si vous cliquez ici, vous avez le download TSQLT. Donc c'est un fichier zip. Et comme j'avais peur de ne pas l'avoir, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, je l'avais mis. Bon, ça c'est les ressources, c'est pour mon fils, ça n'a rien à voir. Power Saturday, ressources, voilà. On a le fichier zip, je l'avais dézippé ici. Donc dans le fichier, bien sûr, on retrouve le fichier texte pour la licence. Ça, c'est projet GitHub, donc on a l'habitude de ce genre de choses. On a les release notes. On a un fichier avec tout plein d'exemples. Alors là, c'est une mine, il y en a énormément. Je vous invite à aller jeter un œil dedans. Si vous faites des tests unitaires, un jour, vous irez dedans pour aller trouver ce que ça fait. Pour trouver plein d'exemples et des sources d'inspiration. On a ce fichier-là, 7CLR enabled. Alors tout simplement, pour pouvoir exécuter les tests unitaires, on a besoin d'activer cette option. Alors pas d'inquiétude, les tests unitaires, on les joue pas en prod. On va les jouer soit en local, soit sur des machines de dev ou de pré-prod ou que sais-je. Donc rien d'inquiétant. Et ensuite, là, on a le fichier qui va nous permettre de faire le setup. Donc c'est du SQL. Il faut que... Tac. Voilà, donc je suis bien sur ma base. J'ai juste à l'exécuter. Donc là, il va aller installer tout plein de choses. Si je regarde dans les procédures stockées, il a vraiment créé plein de procédures. Il a créé un schéma TSQLT par défaut. Il a créé des tables aussi. Il a créé vraiment plein de choses. Et je crois qu'il a même ajouté des assemblies, des CLR. Donc là, on a notre TSQLT qui est installé. Voilà. Maintenant, vous savez l'installer. Hop.
Donc maintenant qu'on a TSQLT qui est installé, eh bien en fait, on va pouvoir commencer les tests. Alors juste un petit détail, j'ai oublié avant. Hop. J'ai ce script-là. Ça, je le fournirai aussi dans la démo parce que c'est quelque chose qui est expliqué sur le site. Mais dans certains cas, on a besoin de faire des change DB owner. On a besoin de mettre la base en trustworthy et donc les CLR. Voilà. Donc ça, j'avais fait un script, je pourrais vous le fournir. Je vais le jouer. Bon, en local, a priori, j'ai pas besoin, mais c'est au cas où. Toujours intéressant d'avoir ce truc-là, ça permet d'éviter de chercher trop longtemps. Donc maintenant que TSQLT est installé, en fait, première chose à faire, ça va être de créer un schéma. Oula. Une fois, parce qu'en fait, les tests unitaires vont être rangés dans des schémas différents. Et on peut en avoir, donc il faut en avoir au moins un, et on peut en avoir plein. On verra après qu'on peut jouer un schéma ou la totalité. Donc en fait, c'est un schéma tout simple. La seule différence, c'est qu'on va lui ajouter une extended property pour lui dire que c'est une test class. Hop. Voilà. À partir de ce moment-là, donc là, le schéma, je crois qu'il est dans Security. Hop. Voilà, il est ici. Tout simplement. Et bien maintenant, on a notre schéma, on peut commencer à faire notre premier test unitaire. Alors, ça peut sembler verbeux au début, parce que là, en plus, j'ai mis pas mal de commentaires, mais c'est relativement simple. Il y a quand même des règles à respecter. Déjà, il y a un prérequis, c'est que les tests doivent toujours commencer par le mot test. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est TSQLT qui est comme ça. Si on met pas test, le test sera ignoré. Voilà. Ensuite, un conseil, c'est que, de toute façon, vu qu'on a le mot test avec un espace qui est imposé, autant pouvoir faire des noms, mettre des noms parlants. Et dans l'idée, ce serait de pouvoir mettre un nom qui résume la règle métier. Donc, par exemple, test, la procédure qu'on veut tester et ce que ça va réellement tester, en fait. D'accord? Donc là, je crée un test pour m'assurer que ma procédure stockée getAttendIG, c'est celle qu'on a créée qui était ici. Hein. C'est celle-ci, celle qui retourne que ceux qui ont le prénom qui commence par G. Donc je vérifie que cette procédure retourne uniquement Grégory. Donc on va retrouver le pattern AAA avec arrange, act, assert. Donc dans le arrange, je vais déclarer un nombre de lignes que je m'attends à ce que la procédure retourne. Je l'utiliserai après, ça c'est mon initialisation. Et ensuite, je vais utiliser cette fonction du framework TSQLT, donc qui est FakeTable. J'ai mis le lien vers la doc et puis exactement ce qu'elle fait. En fait, elle va prendre la table attendee, elle va en générer une copie qui sera vide, et elle va enlever les contraintes. C'est plutôt pas mal d'enlever les contraintes parce que je vais pouvoir ensuite charger un jeu de tests sans me soucier des contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, sur la table attendee, j'avais une foreign key qui pointe vers la table compagnie. Et pour autant, j'ai pas besoin de m'embêter à dire il faut d'abord insérer dans compagnie, ensuite dans attendee. Il faut m'assurer que l'ID existe, machin. Voilà. Là, on a un fake table. Ça veut dire qu'on a une table qui contient juste les colonnes, juste le schéma de base sans les contraintes. Ensuite, si réellement on a besoin de ces contraintes-là dans notre test, on a une fonction qui permet de faire un apply constraint. Mais bon, là, c'est pas le cas. Là, je veux juste insérer 2 lignes dans ma table. Et ensuite, dans l'acte, je vais exécuter getAttendee-G. Et pour pouvoir utiliser le résultat, je vais déclarer une table variable et je vais insérer le résultat de cette procédure stockée dans cette table variable. D'accord ? Donc là, j'ai mon jeu de données. Là, j'exécute la procédure. Il ne me reste plus qu'à faire l'assert. Et donc, là, ce que je vais regarder, tout simplement, c'est que je vais faire un count étoile sur ma table de résultats. Je vais regarder le nombre de lignes.
Et ensuite, bah, je vais faire un assert equal et je vais dire, bah, moi, je m'attends à avoir expected row count qui est défini ici, donc c'est-à-dire à 1. Le actual row count, c'est mon count étoile qui est ici. Et donc, si la valeur est différente, alors je balance une erreur en affichant ce message-là. Donc, je vais créer ce premier test unitaire. Hop, et je vais aller l'exécuter. Alors, c'est tout simple pour exécuter les tests unitaires. Si on veut tous les exécuter, tsqlt.runAll. On va tous les exécuter. Si on en a beaucoup et qu'on est en train de développer sur une partie de la base et que vous avez bien séparé tous les schémas, en fait, on peut exécuter uniquement un schéma en particulier. Là, on n'en a qu'un, on va faire un run all. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a exécuté le premier test, d'accord, qui est ici. Bon, ça, c'est la durée. Et le résultat est en succès. D'accord? Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est en erreur, en fait, je vais changer mon test unitaire. Je vais dire, je m'attends à ce que la procédure stockée me renvoie 2 au lieu de 1. Et donc, du coup, le count étoile, lui, me renverra toujours 1, mais le expected row count sera à 2. D'accord? Donc, voilà. J'ai changé. Je vais réexécuter le test. Et voilà. Et donc là, mon test est en failure. Et là, j'ai le message d'erreur. Il me dit, la procédure stockée devrait retourner qu'un seul résultat. Expected 2, but was 1. D'accord? Donc ça, c'est les valeurs qu'il trouve. C'est pour ça, je trouve ça intéressant, TSQLT, parce que le résultat, c'est vraiment du texte et on peut l'intégrer partout. Que ce soit dans SSMS ou dans un script PowerShell ou dans une console ou peu importe, dans un outil de déploiement ou ce genre de choses. On peut vraiment l'intégrer partout. On va voir un autre test. Donc c'est à peu près. Craig, une question. Oui. Comment sait-on qu'on a un insert dans la table, dans la fake table et pas dans la table réelle? Alors, déjà, on le sait parce qu'on vient juste de créer le fake table. Je veux dire pour vérifier que ça s'écrit bien dans la fake table et pas dans la vraie table. Si on veut le vérifier et qu'on ne fait pas confiance au framework, je pense qu'il faut juste mettre une trace pour voir exactement ce qu'il fait. En sachant qu'on n'est pas obligé de créer la fake table. Seulement, si je n'avais pas fait le fake table, en sachant que dans ma table, j'ai déjà des données. D'accord? Donc dans attendee, j'ai déjà 1, 2, 3, 4. D'accord? Si mon insert n'était pas dans la fake table, j'aurais un problème de PK, une violation de PK, puisque j'essaierai à nouveau d'insérer le 1 et le 2. Et on a bien une PK qui est sur la colonne ID. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas encore. Guillaume, n'hésite pas à mettre dans le commentaire si cela répond à la question. Ok. Continue, Greg. Ouais, je vais continuer. Je vais prendre un autre exemple. Donc, c'est un petit peu le même test, mais on va aller un petit peu plus loin. Parce que là, on a commencé facile. On va juste vérifier qu'on a bien le bon nombre de lignes. Voilà. Donc là, c'est la seconde version. Et ce que je vais faire, au lieu de vérifier que j'ai le bon nombre de lignes, je vais vérifier que j'obtiens bien carrément le bon jeu de résultats. Donc, là, tout à l'heure, on a fait ici, hop, je retourne. Ici, on a fait un assert equals. Et ici, on va faire un assert equal table. D'accord? Donc là, c'est un peu le même fonctionnement. Cette fois-ci, au lieu de dire qu'en expected, je veux un int qui sera égal à 1, en fait, je crée une table, expected. Dans cette table, j'insère la ligne, là où les lignes, on peut insérer plein de choses. Voilà. Ensuite,
Bah, toujours pareil, hein, exactement pareil. Je fais un fake table, j'insère mon jeu de données. Je vais créer une table result et je vais insérer dans cette table result le résultat de la procédure. Alors, une note importante, tout à l'heure j'utilisais des tables variables, là j'utilise des vraies tables parce que le assert equal table ne fonctionne pas avec des tables variables, il fonctionne qu'avec des vraies tables. Mais il n'y a pas d'inquiétude parce que, en fait, ces tables-là, quand le test est joué, en fait, il commence par créer une transaction, il joue le test, une fois que le test est fini, qu'il soit en erreur ou qu'il ait réussi d'ailleurs, il va tout rollbacker. Donc même si je crée des tables, bah, en fait, mon schéma de base ne va pas changer. Je vais retrouver, je peux jouer à l'infini les tests unitaires, je retrouverai toujours les mêmes choses. Donc là, je vais jouer les tests, et on va voir qu'on en a deux. Voilà. Donc le premier et le deuxième, qu'il est en succès. Et je vais vous montrer comment ça se passe quand on met autre chose. Donc là, par exemple, je vais mettre conseil IT. Hop. Et donc là, il me dit, je n'ai pas les mêmes données que celles que j'attendais. Et il nous donne même les différences de données. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de la façon dont il le fait. Enfin, le summary, en fait, on le retrouve un petit peu partout quand on fait les tests et on peut l'intégrer vraiment partout. Je trouve ça vraiment pas mal. Hop, je vais remettre Acriteo. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions là sur les tests, sur les démos. Non, non, aucune. Ok. Alors, je vais continuer. Il y aura encore une autre démo derrière, mais je vais continuer d'abord sur le retour d'expérience. Et je vais parler de l'intégration chez Criteo, ce qu'on a fait. Et justement, ce qu'on a fait, je trouve pas ça terrible. Donc, on a prévu de le changer. Et justement, en préparant cette session, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses vraiment pas mal à faire. Donc, j'ai repris les schémas qu'on avait présentés au MS Cloud Summit en 2017. Donc, nous, on gère les projets de base de données dans Visual Studio. Et donc, du coup, on a toujours un projet de base de données qui s'appelle le nom de la base. D'accord? Donc là, par exemple, on va retrouver la table attendee. Et ensuite, à côté, on a un autre projet de base de données, .utest, et qui en fait ne va contenir que les schémas concrets, donc là le test Power Saturday, et va aussi contenir dans les scripts tous les tests unitaires. Et quand on est en local et qu'on va utiliser LocalDB, par exemple, quand on est en train de développer en utilisant LocalDB, on a le prescript et le postscript qui vont, donc en prescript, on va juste jouer le fichier setup.sql, donc c'est celui qu'on a vu qui est téléchargé, et en postscript, on va faire un run all, tsqlt.runAll. Voilà, mais uniquement si on est sur LocalDB. Et bon, ça pose des problématiques parce qu'en fait, il reconnaît pas, il met des warnings en disant qu'il ne reconnaît pas les fonctions tsqlt parce qu'en fait, on n'a pas importé le schéma tsqlt, on le livre à la volée, quoi. Donc, dans l'intégration dans Visual Studio, elle est vraiment laborieuse. Et alors, j'ai essayé d'intégrer le fichier SQL de setup. On peut importer un schéma dans Visual Studio. Alors, ça ne fonctionne pas. Par contre, je suis tombé sur un article qui explique comment faire pour l'intégrer. Donc, en gros, il faut se connecter à une instance SQL, déployer le framework TSQLT, et ensuite, avec Visual Studio, faire un reverse de cette base de données pour obtenir les trucs. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on va mettre en place bientôt, mais c'est la partie un petit peu caduque du truc. Ouais, l'intégration à Visual Studio avec LocalDB. Sinon, après, dans le reste, il n'y a aucun souci. Et donc, oui, donc ça, c'est le schéma que j'avais présenté au MS Cloud Summit. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on a le développeur qui va pousser un commit dans Git. Donc, par exemple, créer une nouvelle table ou modifier une procédure, un truc comme ça. Et donc, Gerrit va déclencher un job Jenkins.
Et ce job Jenkins, il va faire plein d'actions. Il va builder le projet, il va il va générer un DAC-pack et il va essayer de le déployer sur un serveur qui est vide, hein, qui est là juste pour vérifier qu'on arrive bien à déployer le schéma. Il va ensuite exécuter un analyseur statique de code, qu'on a appelé Steven SQL. Et ensuite, on va, sur la base qu'on a déployée, on va installer TSQLT, on va déployer le projet UTest et on va jouer les tests. D'accord? Et c'est qu'à ce moment-là, en fait, on va avoir notre bot dans Jenkins qui va mettre +1 pour dire que c'est vérifié ou -1 pour dire que ça plante. Voilà. Et donc, nous, derrière, faut savoir que tous les commits SQL, pour le moment, ils sont reviewés par des DBA. Donc, il y a au moins un DBA qui regarde les commits. En fait, quand on arrive sur un commit et qu'on voit que le bot a mis +1, on sait déjà qu'ils ont violé aucune règle métier. Bon, les règles métiers qui ont été définies. Voilà. Et ensuite, après, je vous passe la suite du schéma. Mais bon, c'était vraiment le début du schéma qui était important. C'était vraiment pour dire que quand nous, on arrive sur un commit à valider ou non, on a déjà toutes ces infos. Et le développeur aussi lui-même a ces informations, parce que s'il se prend un -1, le développeur, il sait, tiens, mince, j'ai introduit une régression, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est vraiment important, ça. Hop, je vais passer à la suite. Si la suite vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en rediscuter sans problème. Bon alors, un truc qui est vachement problématique, c'est les nested transactions. Et là, je dois avouer que Greg, il y a juste une petite question. Ah oui. Excuse-moi, il y a une petite question. Donc, on me demande qui écrit les tests unitaires, Dev, DBA, Alors, quel type de profil? les tests unitaires, c'est principalement les développeurs qui les écrivent. Par contre, dans la slide d'après, je crois, je vais en reparler. Parce qu'en fait, tout dépend des bases, si c'est des nouveaux projets, des anciens. Voilà. Ah, Mais en d'accord. gros, tout le monde est amené à en créer. Mais en vrai, moi, en tant que DBA, en fait, après, dans chaque entreprise, le rôle du DBA est différent. Donc, mais dans mon entreprise, en tout cas, nous, on est là pour gérer toute l'infra, pour s'assurer que les déploiements se passent bien et que la production ne va pas tomber. Par contre, on n'a pas la connaissance métier. Et que dans une table, on est écrit un ID plutôt qu'un des lettres ou en fait on n'a pas cette connaissance, c'est plutôt les développeurs qui ont cette connaissance. Mais après, tout dépend de l'organisation de l'entreprise. En vrai, tout le monde est censé pouvoir écrire des. D'accord. Voilà. Mais j'en parle, je reviens dessus dans une des slides juste après. Donc Parfait. ce problème-là sur les nested transactions, là c'est vraiment un vrai problème et je n'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un a déjà bossé dessus et a une solution, je suis preneur. En gros, je vous ai dit que TSQLT, il fonctionne avec des transactions. Donc avant chaque test, il ouvre une transaction et à la fin du test, il roll back. Mais si dans la procédure stockée que je veux tester, il y a déjà des transactions et qu'on fait des rollbacks, en fait, il ne va pas savoir le gérer. Et je vais faire une démo, j'espère que vous allez comprendre, que vous allez voir de quoi je parle. Voilà, donc là, j'ai un test unitaire en dessous, mais là, d'abord, je vais créer une procédure stockée. J'avais dit que je la renommerais, je voulais pas qu'elle soit appelée comme ça, mais bon, peu importe. Donc cette procédure stockée, ce qu'elle va faire, c'est que dans un try-catch, elle va ouvrir une transaction, elle va insérer une société, elle va insérer un participant, et elle va faire le commit de la transaction. Et si vraiment il y a une erreur, elle va faire le rollback. D'accord? Jusque-là, rien de super choquant. Et derrière, j'ai un test unitaire dans lequel je vais créer, c'est un petit peu comme on a fait tout à l'heure, hein. Je crée une table avec la valeur que j'attends. Et derrière, je fais un fake table de compagnie et d'attendee, puisque ce sont les deux tables dans lesquelles je vais insérer des données. D'ailleurs, j'aurais pas été obligé de faire un fake table, mais là, j'ai choisi de le faire. Derrière, dans l'acte, je vais faire l'insert Gregory. Et dans la SERP, je vais vérifier que les deux résultats sont identiques. D'accord ?
Et maintenant, je vais jouer le test. Hop. Et en fait, alors là, j'ai introduit, j'ai fait exprès d'introduire une erreur dans ma procédure stockée, puisqu'en fait, ici, dans la table attendee, ici, ce serait pas Criteo, mais ce serait l'ID 1. Là, j'insère du texte dans un int exprès pour que ça pète, mais pour que vous voyez l'erreur. Et du coup, comme ça a pété, on n'est pas sur le commit transaction, on est sur le rollback transaction. Et le rollback transaction, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit no transaction safe point of that name was found. Et voilà. Et du coup, il ne sait pas gérer les transactions correctement. Ça, si quelqu'un a une solution, je suis preneur, parce que c'est un vrai problème. Bon, après, de toute façon, maintenant, la plupart des transactions maintenant sont gérées côté applicatif, donc ça ne nous gêne pas réellement trop au quotidien, mais n'empêche que chez certaines personnes, ça peut être problématique. Voilà pour les nested transactions. Notre retour d'expérience, en fait, c'est plutôt un constat. C'est que, par exemple, je vais pousser un changement sur une procédure et mon test va planter. Et là, en fait, il faut se poser la question, c'est est-ce que j'ai introduit une régression dans mon code et du coup, c'est normal que le test unitaire plante? Ou est-ce qu'on a fait des changements métiers et du coup, il faut que je réécrive le test unitaire? Ça, c'est une question qu'il faut se poser régulièrement et c'est pas toujours évident. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est toujours pareil, c'est est-ce que j'ai changé la règle métier? Si je n'ai pas changé la règle métier, il n'y a aucune raison que j'ai à réécrire le test unitaire. Et donc, ça veut dire que c'est mon changement qui va poser problème en prod. Par contre, si vraiment j'ai changé de règle métier, bah là, ça devient, ça veut dire qu'il faudra changer le test unitaire en même temps que la procédure. Voilà, donc c'est toujours un petit peu difficile en fait de savoir si c'est moi qui ai introduit un bug ou s'il faut réécrire le test. Voilà, là c'est la slide dont je parlais tout à l'heure sur qui doit écrire les tests unitaires. En fait, en retour d'expérience, je voulais parler du taux d'adoption. Parce qu'en fait, c'est pas forcément beaucoup utilisé. On a des équipes de développeurs qui bossent sur des nouveaux projets. Et bah, eux, ils sont vachement demandeurs en fait, des tests unitaires, parce qu'ils ont l'habitude de faire des tests unitaires dans toutes leurs applications. Du coup, faire des tests unitaires dans la base de données, bah, ça coule de source pour eux, en fait. C'est même eux qui sont demandeurs sur les nouveaux projets. Par contre, sur les anciens projets, bah, quand un développeur arrive sur un projet et qu'il est sur une base de données qui a 10 ans et qui a plus d'honneur, et bon, ça marche, mais des fois, on se demande vraiment comment, quelles sont les règles métiers. Là, par contre, clairement, il y a très peu de personnes qui écrivent des tests unitaires. Et là, en fait, c'est peut-être plutôt les DBA ou les développeurs qui ont eu des problèmes de production, en fait, qui vont les écrire. Parce que, par exemple, bah, ça m'est arrivé une fois, je me fais appeler en astreinte parce qu'il y avait des erreurs applicatives et du coup, ça avait pété des trucs, il fallait faire des rollbacks et tout. Et en fait, bah, le lendemain, quand on a fait le post-mortem de cet incident, on s'est dit, bah, on se posait la question, comment empêcher que ça revienne, ce problème? Parce que là, le développeur Bob qui a fait ce changement, tout le monde l'a validé et personne n'a rien vu, bah, ça a pété la prod, ça a coûté de l'argent. On n'est pas à l'abri que dans 6 mois, le développeur Christophe arrive et il fasse la même boulette en fait. Et là, du coup, c'est plutôt celui qui est côté prod ou alors le développeur qui a eu à gérer l'incident qui va écrire ce test unitaire. Par contre, sur les nouveaux projets, c'est plutôt les développeurs qui, eux, connaissent les règles métiers et qui vont les écrire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de tout à l'heure. Je pense que oui. Il va peut-être nous répondre sur le chat. Ouais, ouais, il disait oui. Oui, Bon, ouais, merci. parfait.
Bah, alors pour aller plus loin et pour continuer la discussion de tout à l'heure sur les nouveaux projets, il y a le TDD, donc Test Driven Development, développement piloté par les données. Donc, en fait, c'est une méthode de développement qui va nous forcer à écrire de façon itérative les tests avant d'écrire le code de l'application. C'est-à-dire que, alors c'est pas quelque chose que je maîtrise bien, mais par contre, je pouvais pas faire une session sur les tests unitaires sans parler de TDD. Et alors, j'ai jamais utilisé ça sur les tests unitaires dans les bases de données, hein. Mais en fait, ça peut être quand même intéressant et je pense qu'il y a des projets, genre des projets avec des ETL qui peuvent bien s'y prêter, en fait. Ça veut dire qu'on va écrire les tests et, euh, et en fait, on va faire évoluer notre code en même temps qu'on écrit les tests. Et ça permet de dire, bah, en fait, je veux que mon application, quand elle a ça en entrée, elle va avoir ça en sortie. Donc on va écrire ce test-là, et derrière, on va écrire le code qui va faire ça, et on va pouvoir voir de suite si si le code va fonctionner ou pas. Donc je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tous les projets s'y prêtent. Clairement, c'est pas le cas quand on a une vieille base et qu'on veut écrire un test unitaire parce qu'on a rencontré un bug et qu'on veut pas que ça se reproduise. Par contre, sur des nouveaux projets, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand je bossais à l'époque, c'était sur des data warehouse, je sais pas si ça existe toujours ces termes-là, mais avec SSIS et qui récoltait des données de partout et que je devais insérer avec plein de règles métiers, bah en fait, je me dis que peut-être qu'avoir des tests unitaires qui étaient écrits à l'avance, bah, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps et surtout d'être plus serein. Bon, on arrive bientôt à la fin, il va rester 5 minutes si vous avez des questions. Donc la conclusion, en fait, bah, c'est que Bob, lui, il fait des tests et il est plus serein. Et en plus, s'il utilise Kankuro pour gérer sa base, bah, alors là, ça va être l'apothéose du bonheur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bah, surtout, faites des tests, hein. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous vendre une solution ou une autre. Je ne suis pas là pour vous vendre un framework ou un autre. Juste faites des tests. Alors, dans les bases de données, ça ne se prête pas forcément toujours. C'est vrai que quand on a une requête de type OLTP ou qui fait un select name from ma table where ID égale ID, il n'y a peut-être pas besoin de faire des tests unitaires pour tout. Par contre, dès que vous avez des requêtes un peu complexes, des requêtes voilà, avec des règles métiers, avec un petit peu d'intelligence dedans, bah, vraiment, n'hésitez pas à faire des tests. Le jour où vous les faites, c'est un petit peu chiant. Par contre, quand vous allez devoir retravailler dessus, ça peut ça peut vous sauver des heures et des heures de prod qui est cassé. Voilà. On a une petite question de Nicolas. Donc, il disait que Grégory, que l'intégration avec Visual Studio est compliquée. Donc, il se demandait si ça vaut quand même le coup de rester dans SSMS pour faire ces tests. Alors, bah, tout dépend. En fait, moi, ce que j'ai l'habitude de développer les tests directement dans SSMS, et une fois qu'ils sont prêts, je les pousse dans Git, en fait, mais si tu veux, on utilise SSDT pour dire qu'on a un projet de base de données et en fait, c'est plus pour après quand on va envoyer ça dans Gerrit et que ça va déclencher le job Jenkins. Ce projet-là, il va pouvoir être compilé et on va pouvoir en générer un DACPack et puis pouvoir déployer les changements comme ça. Mais en vrai, SSMS, quand je développe des tests unitaires, je l'ai quasiment pas ouvert. En vrai, je crée un fichier, je mets mon test dedans et puis je le pousse dans Git. D'accord. Mais par contre, ouais, j'ai vu des articles là, en préparant parce que moi je suis pas du tout satisfait de la façon dont on l'a intégré. J'ai vu des articles, donc justement la personne fait un reverse du schéma directement dans Visual Studio et donc du coup dans SSDT. Bah, toutes les procédures stockées là, que tu vois ici, donc toutes les tables et les procédures stockées TSQLT et les assemblies et tout ça va se retrouver dans Visual Studio. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. En fait, l'intégration à Visual Studio, elle ne me plaît pas, je la trouve pas très bien de la façon dont on l'a fait chez Criteo.
Voilà. Par contre, si on le fait correctement en important vraiment ce schéma, bah là, je pense qu'il n'y a pas de souci à l'utiliser dans Visual Studio. Après, pour quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, dans Visual Studio, d'utiliser LocalDB, bah, c'est parfait. Parce que, il suffit de faire F5 et en fait, il va aller déployer la base dans LocalDB. Nous, avec les prescripts et postscripts qu'on a créés, il va aller installer le framework TSQLT et ensuite il va déployer le deuxième projet de UTest et il va exécuter un run all automatiquement. Donc ça veut dire que quand on fait F5, on a LocalDB qui se lance et ça exécute les tests. Donc il y a quand même moyen de l'intégrer correctement dans Visual Studio. Mais actuellement, chez Criteo, ce n'est pas le cas. D'accord, hyper clair. Il nous reste juste 2 petites minutes. J'ai une question de Yacine. Donc, je vais la lire telle quelle. Donc, il dit Yacine, nous aimerions mettre en place des tests, pas sur des règles métiers, mais sur du DDL. Comme par exemple, vérifier que la convention de nommage est respectée, les bons data types sont utilisés, etc., etc. Et il demande ce que tu conseilles, Greg. Ouais, bah alors là, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de SQLCOP, le projet open source. En fait, c'est exactement ça. Alors, c'est des tests unitaires. Ce sont des tests unitaires qui sont écrits. Alors, je ne sais pas si je vais les retrouver facilement. Non, ça, c'est le test en lui-même. Je ne suis pas sur SQLCOP, c'est pour ça. Je vais retourner, hop, je fais un bond dans le temps. Je ne sais plus où j'avais mis ça. Voilà, c'était celui-ci, SQLCOP. En fait, qui lui se base sur le framework TSQLT et ils écrivent des tests. Voilà, mais c'est exactement ça. Pour vérifier que les noms des colonnes n'ont pas de problème. Par D'accord. exemple, on sait que les procédures qui, dans le nom, commencent par SP underscore, il faut éviter. Bah, là-dedans, en utilisant SQLCOP, ça va utiliser TSQLT et tu pourrais ajouter tes propres règles. Et éventuellement contribuer, hein, parce que quand on regarde les contributeurs, il y en a déjà eu 7. Ah, par exemple, il y en a qui sont connus. Il y a Steve Jones, par exemple, qui a proposé des commits. Voilà. Faut pas hésiter après rajouter ses propres règles. A priori, c'est du TSQL comme on a vu. Et en vrai, je pense que faire une requête qui va regarder la liste des tables plutôt que la liste des attendees, bah, faire un select all from tables et puis faire des asserts dessus pour dire je veux pas que ça corresponde à tel mot ou à telle chose, je pense que c'est tout à fait faisable. Très bien. Merci, merci Greg. Merci beaucoup. On est 10 heures. Merci à vous. Tu as les remerciements des participants aussi. Hein. Tu as Nicolas qui te remercie. Bref, tu as plein de remerciements en tout cas sur le chat. Gentil. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite surtout à évaluer la session sur le canal Data, dans le canal Teams, je veux dire. Et je vous rappelle qu'il y a un tirage au sort en fin de journée pour gagner des cadeaux. Mais par contre, pour gagner, il faut faire les vals. Je vous invite également de venir sur le canal Café. Donc, si vous avez encore des questions à poser, donc n'hésitez pas à venir là-dessus. Et en plus, il y a des animateurs de l'équipe Orga qui seront ravis d'échanger avec vous. Et on se donne rendez-vous pour la session suivante. Donc, ce sera avec Christophe qui va nous parler de Big Data et de Docker. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci. À tout de suite.